person that knows me knows better than that. I don't dislike any person. I like me. Difficile de décrocher son regard de Charles Manson, le criminel gourou. Condamné à perpétuité pour avoir ordonné à ses adeptes les meurtres sordides de 7 personnes, dont l'actrice Sharon Tate, Manson fait désormais l'objet d'un culte malsain. Musicien admiratif, t-shirt à son effigie et fans transis qui se pressent pour le voir au parloir, Charles Manson est presque devenu une sorte de rockstar du crime. Un symbole qui appartient tellement à la culture populaire que la série télévisée Aquarius en a fait son grand méchant. You love me. They love you. I love you, sweet baby girl. It's all love. Voici l'histoire méconnue de celui qui a perverti l'esprit des 60s, années sexe, drogue et rock trippé. L'histoire de Charles Manson, le hippie diabolique, devenu une véritable icône du crime. Le 16 juin 1970, au palais de justice de Los Angeles, en Californie, le public découvre, médusé, les ingrédients d'une histoire sordide et captivante. Une histoire incroyable, digne d'un mauvais film d'angoisse. Ce jour-là, s'ouvre le procès de Charles Manson. Petit, les cheveux longs et l'air serein, malgré les 2 séries de meurtres dont il est accusé. Il n'y a pas de mobile apparent et ses complices ont un profil invraisemblable. 3 jeunes filles, tout juste majeures. Encore plus incroyable, une des victimes est une célébrité. L'actrice Sharon Tate, épouse de Roman Polanski, poignardée 16 fois alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Cet instant, ce procès, signe la naissance médiatique de celui qui est encore considéré aujourd'hui comme une icône du mal. Un criminel qui ne ressemble à aucun autre. Charles Manson est unique, pour différentes raisons. Déjà, il est considéré comme le serial killer le plus populaire. En plus, ce n'est pas un serial killer. En réalité, il n'a pas tué ces gens. Charles Manson n'a tué personne de ses propres mains. C'est un gourou mystique qui a fait de ses adeptes son bras armé, prêt à tuer à sa demande. Son visage quasi christique est rapidement devenu un symbole, repris par tous les magazines. C'est le procès le plus étrange que j'ai jamais couvert. C'était bizarre. Il était le symbole de tout ce qui a mal tourné dans les années 60, de toutes les dérives de ces années-là. Charles Manson est au croisement de plusieurs événements historiques qui n'auraient pas pu se dérouler à un autre moment. À cette époque, aux États-Unis et dans d'autres pays, une énorme révolution sociale avait lieu. Manson fascine encore aujourd'hui, car il est systématiquement lié à son temps, les 60s. Une période complètement allumée qui affole les fantasmes. Guerre du Vietnam, manifestations, émeutes raciales, assassinats d'hommes politiques. Aux États-Unis, le pouvoir établi voit alors sa jeunesse lui échapper. L'American Way of Life ne fait plus rêver. C'est dans la rue qu'on veut vivre, ensemble, loin du carcan rigide imposé par les anciens.
La lutte pour les droits civiques, les droits des femmes, les droits homosexuels, le conflit de génération, il se passait tellement de choses à ce moment-là, et Manson est en quelque sorte devenu le mec le plus méchant du monde. C'est la fin de l'innocence de l'Amérique. Manson a détruit en quelque sorte cette mythologie hippie par ces 2 nuits de massacre. Entre drogue, sexe, rock et secte. Plongé dans l'histoire d'une figure du crime, dont l'image de rebelle contestataire a parfois fait oublier ces meurtres épouvantables. Have you cross on your forehead? Can I see it? Can you remind me what it means? Nazis. The Nazis died, but a lot of other people died too. But because you have that cross on your forehead, maybe you don't like Jewish people? No. Any person that knows me knows better than that. I don't dislike any person. I like me, and I am. Pour le grand public, Charles Manson, c'est avant tout une image. Celle d'un homme aux yeux sombres, fixe et hypnotisant. Une croix gammée tatouée sur le front. Une variation de la croix qu'il arborait avec provocation il y a bientôt 50 ans, au moment de son procès. Une croix vaguement mystique, le symbole de Charles Manson. Il représente le mec par excellence qui a rejeté la société en bloc, quoi. Il disait d'ailleurs, pour expliquer le X qui s'était fait sur le front, qu'il s'était rayé lui-même de la société. Ce X fait toute la singularité de Manson. Un criminel plus ou moins sorcier qui ne ressemble à aucun autre. Encore aujourd'hui, il est expert en manipulation mentale. Un talent qu'il a appris à exercer très tôt, dès son adolescence. Charles Manson a grandi dans la marginalité. Né dans l'Ohio, à Cincinnati, il grandit sans son père. Livré à lui-même, et commet son premier cambriolage, encore gamin, à l'âge de 13 ans. C'est le début d'une longue série. Il y a un terme américain, anglo-saxon, qui dit « street smart, streetwise », cette intelligence des rues qui est vouée au mal. Après un passage en prison de 3 ans, sa mère refuse de le reprendre avec elle. L'adolescence du jeune Charles défile entre centres de redressement et établissements pénitentiaires. C'est derrière les barreaux qu'il doit apprendre à s'affirmer. C'était un homme très petit. Tout le monde parle de sa petite taille. Il ne mesure qu'1,57 m. Comme il était petit, il devait se protéger en prison. Il a trouvé comment, grâce à son don pour la rhétorique. Il disait qu'il apprenait à dire aux gens ce qu'ils voulaient savoir sur eux-mêmes. Les forces de Charles Manson, ce sont son charisme, son charme, son côté manipulateur, son habileté à influencer les pensées des gens. Il a appris à faire ça toute sa vie. Il est devenu très bon. C'était comme un mécanisme de survie. En 1960, il a 26 ans quand il est condamné à 7 ans de prison pour proxénétisme. C'est là que Charles Manson va s'initier encore davantage au contrôle des esprits. Il découvre, grâce à un voisin de cellule, une religion récente et déjà controversée, la scientologie. Il n'a pas forcément adhéré à cette religion, mais il a certainement appris comment la religion peut être utilisée pour attirer les gens. Des personnes qui sont perdues, des âmes errantes, des gens nécessiteux. C'est une faculté très forte dont il a eu besoin plus tard quand il a formé sa propre secte. Enfermé dans sa cellule, Manson se passionne également pour une autre religion très différente, la pop music. Au début des années 60,
la Beatlesmania emporte tout. Pendu à sa radio, Manson écoute en boucle les tubes des 4 garçons dans le vent. Et surtout, il entend les cris des femmes transies à chacune de leurs apparitions. Les Beatles étaient énormes à ce moment-là. C'étaient les plus connus du monde. Les Beatles étaient une religion. C'est les premiers des Beatles qui sont capables de réunir une foule des concerts sur à peu près tous les endroits de la planète. Et là, il y a l'idée quand même que ça dépasse un petit peu les clivages, les nationalités. On a là un médium qui peut toucher tout le monde. Et sur une personnalité qui est une personnalité comme Charles Manson, une personnalité d'emprise, qui manipule, etc. Et effectivement, il y a quelque chose qui va le fasciner tout de suite. C'est ce succès invraisemblable. En mars 1967, Charles Manson sort de prison. Il a 33 ans et l'Amérique a bien changé depuis son incarcération. Il part vers San Francisco. À la découverte des hippies, jeunes cool aux cheveux longs, qui semblent vivre d'amour et d'eau fraîche. C'était beau, c'était cool. Le journaliste musical Sacha Reims a côtoyé les plus grands rockers du moment, comme Keith Richards, baignant dans les rassemblements hippies de l'époque. Il y a du soleil et la vie y était extrêmement facile. Il y avait vraiment un côté paradis terrestre. C'était tous hippies à l'époque, j'avais les cheveux jusque-là, et voilà, et j'avais des choses fleuries sur moi. Donc on avait tous cette espèce d'uniforme, donc on se reconnaissait dans la rue. Charles Manson, le marginal, s'intègre parfaitement à cette jeunesse rebelle. Personne ne lui demande ce qu'il fait, ni d'où il vient. Aidé de ses connaissances en scientologie, il convainc quelques jeunes un peu paumés de le suivre. L'une d'entre elles s'appelait Lynette Squeaky Fromm. Son père l'avait mise à la porte. Elle était très en colère. Et cet homme est apparu, il est sorti de son bus, il s'est assis et lui a dit « Ton père t'a foutu dehors, hein ?» Et elle s'est dit « Oh, il est brillant, il est médium, il a deviné. » Et elle a répondu « Oui. » Et il a dit « Eh bien, je peux te faire découvrir une autre vie. On va vers San Francisco, viens avec nous. » Elle est montée dans le bus et n'a jamais fait demi-tour. Elle disait qu'il vivait au gré du vent. En seulement quelques semaines, Charles Manson réunit autour de lui une vingtaine de personnes. Un petit groupe surnommé la Famille. Tous circulent dans un vieux bus scolaire aménagé, squattant parfois les ranchs des alentours. Ils cherchaient à quoi se rattacher. La politique ne leur offrait aucune solution. Il y avait une recherche de sagesse, de spiritualité, de savoir mieux vivre, savoir mieux aimer, vivre en harmonie. Oui, ça c'était le mot maître de l'époque, harmonie. Donc c'était une recherche, et c'était une recherche qui était assez belle. Mais avec Charles Manson, cette utopie prend peu à peu des allures de secte. La troupe commence à lui obéir au doigt et à l'œil. Manson ne s'entourait que de gens faibles. Scott Michaels a créé le Helter Skelter Tour, une visite guidée des lieux clés de la tragédie Manson. Ces filles, elles voulaient juste rendre quelqu'un heureux. Et il était un peu impair pour elles. Donc elles voulaient que Charles Manson soit toujours content. Manson sait leur faire perdre leurs repères. La communauté est ensorcelée, persuadée d'avoir affaire à Dieu sur terre. Il jouait beaucoup sur la privation de sommeil de ses disciples, qu'il allait constamment réveiller la nuit pour les priver de sommeil, pour les abreuver de ses croyances. Alors, quand le gourou leur confie que l'apocalypse aura bientôt lieu,
les membres de sa secte le croient sur parole. D'autant que ceux qui l'ont averti ne sont personne d'autre que les Beatles eux-mêmes, dans leur chanson Helter Skelter. Pour Manson, c'était apparemment le nom d'une révolution qui allait avoir lieu. Le peuple noir allait contrôler le pays. Et les seuls blancs qui survivraient, ce seraient les membres de la famille, qui iraient se cacher dans une grotte dans le désert. C'est même dur à expliquer sérieusement, c'est tellement ridicule. En juillet 1969, le délire paranoïaque de Manson devient incontrôlable, suite à un règlement de compte sanglant entre un des adeptes et un dealer. C'est le premier crime de la famille. Il semble déclencher une rage meurtrière. 3 semaines plus tard, le 8 août, le gourou convoque ses plus fidèles adeptes. Ce soir-là, il leur transmet une nouvelle fois son obscure vision du jugement dernier. Dieu est partout, dans toute chose et toute personne, et donc il n'y a pas de bien, de mal, il n'y a pas cette dualité en fait, tout est mélangé, donc en fait il n'y a plus vraiment de repères si on veut. Par exemple, tuer quelqu'un, c'est lui permettre d'accéder à la vie éternelle plus vite, donc c'est en fait un acte d'amour. C'est comme ça qu'il leur faisait croire que les meurtres étaient spirituels. Ces adeptes étaient ses instruments. Et parce que si la vie ne compte pas, quand il leur a dit « faites quelque chose de diabolique », ce qu'ils ont fait, ils savaient de quoi Manson parlait. Il parlait de meurtre. Sans poser de questions, ses fidèles prennent alors la route en direction des beaux quartiers de Los Angeles. Prêts à commettre, lors des 2 nuits à venir, la série de meurtres qui les rendra tristement célèbres. « 9 août 1969. Los Angeles se réveille. Ce matin-là, lorsque Linda Dutch téléphone à sa rédaction, elle apprend qu'un tragique événement a eu lieu. L'actrice Sharon Tate, 26 ans, a été tuée dans la nuit, poignardée sauvagement de 16 coups de couteau, alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Depuis 2 ans, elle était à l'affiche de films à succès comme Le bal des vampires. C'était la femme de Roman Polanski. C'était une actrice sublime, une beauté blonde. Et elle était aussi connue pour être très douce. Tout le monde aimait Sharon. Roman Polanski est à l'étranger. Mais aux côtés de la starlette gisent 4 autres cadavres. Ceux de 3 de ses amis et d'un visiteur. Les victimes ont été, comme elle, poignardées à mort. Les meurtriers ont laissé des messages en lettres de sang sur les murs de la maison. Ils ont inscrit les mots « porc » en référence à la police et « Helter Skelter » sur un des murs. Pendant longtemps, personne n'a compris ce que ça voulait dire. Le lendemain, c'est un couple de commerçants qui est découvert massacré dans cette maison de l'autre côté de la ville. Los Angeles est en plein effroi, d'autant que la police patauge complètement pendant 3 longs mois. C'est Susan Atkins, une des adeptes de la famille, en prison pour un simple vol de voiture, qui va les mettre sur la piste de Charles Manson. Pendant qu'elle était en prison, ici à Los Angeles, elle a dit à sa codétenue qu'elle avait joué un rôle dans cette affaire de meurtre. L'histoire éclate au grand jour. Pour le public, le fait divers people de la mort de Sharon Tate est subitement connecté à une secte un peu louche. La presse est captivée par le visage de Charles Manson, parfois christique, mais le plus souvent satanique, comme sur cette photo prise par la police. Le mythe de Manson a commencé avec la une du magazine Life. Ils ont choisi une photo de lui avec son regard de fou et ses cheveux tout ébouriffés.
Les membres de la famille qui ont été interviewés disaient de lui qu'il avait un pouvoir magique. Il ramenait des oiseaux morts à la vie, il jouait avec des serpents. Les adeptes donnaient envie aux journalistes d'écrire des papiers. Les 7 mois de procès sont hyper médiatisés. Lui apparaît détendu avec sa coupe de star folk, tranchant avec l'austérité des policiers qui l'entourent. Devant le tribunal, de nombreux jeunes contestataires viennent prendre sa défense. Cette figure du mal, eh bien, elle peut être paradoxalement, elle est nocive, mais paradoxalement, elle peut être attractive, en particulier dans la jeune génération hippie de la fin des années 60. Et c'est peut-être plus que le meurtre, le procès qui va lui assurer cette postérité. Il y aura des milliers et des milliers de jeunes supplémentaires qui vont suivre l'enseignement de Charles Manson. Charles Manson est condamné à la prison à perpétuité. Pourtant, son impact sur la société est tellement fort que même enfermé, il continue à fasciner. 3 ans plus tard, en 1974, sort Helter Skelter, écrit par le procureur du procès. Un best-seller vendu à plus de 7 millions d'exemplaires. Manson cristallise tant à la fin des 60s qu'il semble pouvoir être raconté de 1000 façons. On peut écrire un livre sur Charles Manson et la question raciale. On peut écrire un livre sur Charles Manson et ses relations avec le milieu artistique. On peut écrire un livre sur Charles Manson et son enfance. Si on avait affaire à une personnalité plus simple, eh bien on peut penser qu'il aurait évidemment beaucoup moins intéressé les commentateurs et par voie de conséquence, l'opinion publique. En tout, 200 livres reviendront sur son histoire au fil des années. Charles Manson est tellement connu de la culture populaire que les auteurs de l'Inspecteur Colombo l'utilisent même dans une intrigue. Il y a toujours un nouveau livre, toujours un nouveau documentaire. À chaque fois qu'il y a une demande de libération conditionnelle, c'est au JT. Les gens sont fascinés et ça ne finira jamais.